Salut à vous, chevaliers et moines errants. Vous entrez dans la 36e chambre du cinéphage. Un bazar étrange où on aime se perdre dans les méandres du cinéma asiatique. Salut les cinéphageux et les cinéphageuses et bienvenue dans ce second épisode de la 36e chambre du cinéphage où nous allons cette fois-ci parler d'un film japonais intitulé Mechanical Violator Akkaider et pour causer de ce film je suis accompagné de Johan. Salut Johan, comment ça va ? Salut Aurélien, écoute, ça va bien pour le moment, très heureux de te retrouver pour ce second épisode et évoquer un nouveau, un petit film qui nous tient à cœur, et je tiens aussi à remercier par avance les auditeurs qui ont répondu positivement au premier épisode, voilà. Ben ouais, tout pareil, ouais, ça fait plaisir d'être ici, hein, de parler d'un film qui nous tient particulièrement à cœur. Alors moi personnellement c'est un film que j'ai découvert il y a 12 ou 13 ans et que j'ai dû revoir au moins 4 fois depuis, et c'est pas si fréquent. Mais bon, avant de commencer à digresser, on va faire les choses proprement en pitchant le film dont il est question. Donc Mechanical Violator Akkaider, c'est un film d'action science-fiction qui se déroule dans un futur indéterminé et dans une ville nommée Jesustown. Cette cité est gouvernée par un certain Gurdjieff, qui est un dictateur complètement taré, qui se prend littéralement pour un ange. Et son but, c'est d'aseptiser totalement la société, et pour ça, il implante dans le cerveau des habitants une puce qui annihile toute émotion et tout libre arbitre. Ainsi, il rend le peuple docile. Et donc le récit se penche principalement sur Akkaider, qui est un robot androïde, une véritable arme de destruction qui a été créée par Gurdjieff, mais qui a échappé à son contrôle. Et par la force des choses, Akkaider, il va être mené à s'associer à un groupe de rebelles qui tentent de renverser le pouvoir en place. Donc voilà pour le pitch, là, c'est très simple. Et maintenant, nous allons aborder divers aspects du métrage. Par exemple, Johan, toi, de quoi tu aimerais parler en premier ? En fait, du contexte dans lequel le film, l'époque plus précisément dans lequel le film apparaît. Le film est sorti en 1995, si je dis pas de bêtises. Et en fait, donc il s'inscrit en fait de toute cette vague qui a eu suite au succès gigantesque de Terminator 2. Il y a eu en fait énormément de copies, de contrefaçons qui sont apparues un peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis ou même justement en Asie, ce qui avait d'ailleurs été déjà le cas pour le premier opus de James Cameron en 84, qui avait engendré bon nombre de copies. Et en fait, je dirais que de tous les avatars, on va dire, sans jeu de mots, avec Cameron, mais de tous les avatars de Terminator 2, c'est celui qui, en gros, est le haut du panier, on va dire ça comme ça, pour résumer grossièrement. Un peu comme pour le premier Terminator, on peut penser à des films comme Hardware de Richard Stanley ou Tetsuo de Tsukamoto, qui avaient été justement un peu ceux qui étaient sortis du lot dans tous les, on va dire, les ersatz, ou du moins les films très inspirés par l'œuvre ou l'imagerie, surtout l'imagerie, initiée par James Cameron. Alors, donc celui-là, en fait, Mechanical Violator Akkaider, il s'inscrit en fait dans un cadre très particulier qui est l'univers du tokusatsu. Je précise pour ceux qui ne connaîtraient pas en fait ce qu'on appelle tokusatsu, c'est toutes les productions à effets spéciaux au Japon. Donc ça inclut les films type les Kaiju Ega type Godzilla, aussi bien que les séries télé de super-héros sur les Metal Heroes, donc Kamen Rider, le Super Sentai, donc tout ce qu'on a connu chez nous au travers de Bioman, etc. Et si on parle justement de ces derniers, c'est parce que le film est tributaire en fait d'un monstre sacré du genre, on va dire, qui est Shotaro Ishinomori, qui, on peut le dire, est l'un des papes de ce genre en bande dessinée, et duquel ont découlé toutes les grandes créations de cet univers, de ce sous-genre, en grande partie
ça provient en grande partie de lui et qui est à l'origine de l'histoire de Mechanical Violator High-Kider, qui en fait est, alors tu me diras si je me trompe, à la base une série télé en fait, si je dis pas de bêtises, et ça c'est la version on va dire long métrage. Alors je suis pas certain non plus, mais en fait il me semble que à la base le personnage Kaider, il me semble que avant le film dont on va parler, il n'avait pas en fait d'œuvre dans lequel il était le personnage principal, mais c'était en fait le principal antagoniste de Kikaider en fait dans la série des Kikaider qui a commencé dans les années 70. Par contre, le background du personnage dans le film, c'est pas le même que dans la série Kikaider en fait. Il a repris le personnage mais pas plus. J'ai vu très peu de Kikaider, je dois avouer, donc voilà, je suis pas le mieux placé pour en parler. Donc en fait le film en fait doit beaucoup ce qui va le faire sortir du lot. Alors pourquoi on a parlé de Terminator, c'est parce qu'en fait le film, enfin de Terminator 2, c'est parce que le film reprend en grande partie l'imagerie et les thématiques qu'il y avait dans le chef-d'œuvre de James Cameron. Pour l'imagerie la plus évidente, c'est effectivement le mec en costume de cuir, le robot sur sa moto, avec qui tient son fusil à pompe dans les mains et qui erre sur les routes avec sa moto, et aussi dans la thématique de l'affrontement, puisqu'en fait notre protagoniste High-Kider est confronté à un robot adversaire qui est, on va dire, l'un des sbires du dictateur de Jesus Stone. Et donc en fait, donc ça c'est pour la prise d'imagerie, mais en fait ce qui va lui permettre de tirer son lot, c'est qu'on est déjà dans une réorchestration en partie des thèmes qui avaient été développés par Cameron quelques années plus tôt, mais surtout, ce qui va lui permettre de sortir du lot, c'est la personnalité clé de ce film, qui est Keita Amemiya, qui est donc le réalisateur de High-Kider, et qui est en fait un cas un peu à part dans l'univers du tokusatsu, puisqu'on peut dire que c'est, on va dire, un des grands noms du genre, et c'est surtout un de ceux qui a, on va dire, qui lui a apporté, on va dire, ses lettres de noblesse quelque part, dans le sens où c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité, on va dire, d'auteur, et surtout qui a un savoir-faire unique, puisque c'est un véritable touche-à-tout. Un peu, j'ai envie de dire, un peu comme ce que pouvait être dans un tout autre registre un mec comme Joe Johnston aux États-Unis, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a touché à tous les corps de métier possibles et imaginables dans le processus de fabrication d'un film. Ou comme Tsukamoto au Japon d'ailleurs. Exactement, ouais. C'est proche. Et c'est en fait, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait des effets spéciaux, qui a travaillé dans le domaine des effets spéciaux. Il a notamment travaillé sur une grosse production qui s'appelait Gunhead, qui était déjà une relecture thématique, en partie inspirée du cinéma de James Cameron, et surtout donc c'est quelqu'un qui a réalisé bon nombre d'épisodes de séries de tokusatsu que peut-être certains d'entre vous ont vu étant plus jeunes, que ce soit donc en plus l'âge d'or du Super Sentai, puisqu'il a réalisé de nombreux épisodes de Super Sentai, enfin les séries les plus réputées, que ce soit donc Liveman, Jetman, et même Zeo Ranger, qui a donné par la suite Power Ranger. Et en fait, en plus d'en parler de ses réalisations, c'est aussi et surtout un excellent chara-designer. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui lui-même dessine la plupart des designs de ses films, et c'est aussi un monteur. Donc on peut dire que c'est vraiment un touche-à-tout, et qui avait déjà fait parler de lui peu de temps avant, puisque chez les amateurs, puisqu'il avait réalisé un diptyque de films de SF très sympathique, qui sur deux chasseurs de primes qui essaient de récupérer une créature extraterrestre qui avait débarqué sur Terre, qui s'appelait Zeram, et qui avait donné lieu, donc qui joue, on va dire, sur le même principe que Mechanical High-Kider, c'est-à-dire que c'est un maître, on va dire, je trouve, du système D, et surtout de la production value, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit à l'écran est maximisé le plus possible pour en mettre, on va dire, plein la vue au spectateur, malgré les moyens limités, en fait. Et je pense que déjà, rien que sur ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisque c'est vraiment, on sent que le film ne dure qu'1h17, générique compris, et en fait il a un rythme, on va dire, d'enfer, c'est-à-dire qu'il ne faiblit pas, et qui lui permet d'aller droit à l'essentiel, en fait. Et ce qui fait que ça va se ressentir au niveau du montage, en fait on sent qu'il n'y a aucun bout de gras, que c'est des fois taillé, on va dire, à la millième d'image près pour faire fonctionner les effets qu'il désire, c'est-à-dire qu'on sent que ce serait coupé trop tôt ou trop tard,
l'image, je veux dire, l'effet ne fonctionnerait pas. Par ailleurs, c'est quelque chose qu'on va retrouver notamment au niveau des scènes d'action, qui sont très inventives, mais qui jouent en même temps de manière très astucieuse sur la caractérisation de son personnage. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu disais sur le montage du film. C'est vrai, ouais, qui est très rapide, voilà, avec une durée très très courte de 77 minutes, et pourtant c'est une version longue, cette version qu'on a vue de Mechanical Violator Akaider. Parce qu'en fait il y a deux montages du film. Il y a une version qui dure 51 minutes, qui est sortie en salle en 1995. C'était en triple programme avec deux autres tokusatsu. Et ensuite, un an plus tard, il y a eu ce Director's Cut qui est sorti directement en vidéo. Donc bon, j'ai jamais vu la version salle. J'imagine que toi non plus. Non. Mais par contre, c'est vrai que je me demande bien à quoi ça peut ressembler une version de 51 minutes, parce que le Director's Cut, comme tu dis, c'est rythme ultra rapide, soutenu, ça file direct à l'essentiel. Enfin, c'est carré, il y a pas de bout de gras. Enfin, pas le temps de niaiser, quoi. Et j'imagine que la version salle, ça doit être à peine compréhensible, parce que j'ai vraiment du mal à voir ce qu'on pourrait couper dans ce film. D'ailleurs, j'ai essayé de me renseigner, je suis pas vraiment tombé sur des listes exhaustives des différences entre les deux montages, mais par contre, il y a une différence notable, qui est le plan d'ouverture, parce que le Director's Cut commence par un plan qui est très spécifique dans la production de la Toei. C'est un film produit par la Toei, c'est-à-dire que le film il débute avec le logo habituel de la Toei, donc qui est une image de rocher envahi par les vagues, mais au lieu qu'il y ait une coupe et qu'on passe au film, là, le plan continue avec un panoramique qui dévoile une île prison en matte painting, et cette île prison, c'est la forteresse dans laquelle le héros Akaider est enfermé. Et oui, tout à l'heure, oui, tu disais que Teta Amemiya était touche à tout. Oui, c'est non, carrément. En plus, c'est vrai que c'est aussi un touche à tout en termes de médias abordés. C'est-à-dire que il a beaucoup et il continue toujours à travailler pour la télévision sur de nombreuses séries tokusatsu, mais il bosse aussi dans le jeu vidéo, principalement en tant que designer. Donc voilà, ça va être character designer, monster designer, mais pas que. Il a aussi produit certains jeux vidéo. Son œuvre la plus connue dans ce domaine, c'est peut-être le character design des personnages du jeu Onimusha. Il a aussi, comme j'ai dit, bossé. Il me semble, je sais pas si je l'ai dit, il a aussi bossé dans le manga et dans l'animation, c'est-à-dire on lui doit des character design de personnages animés et de manga. Enfin voilà, c'est un type qui a touché à tous les supports, qui a occupé un nombre de postes inimaginables. En fait, ce qui est intéressant c'est-à-dire que quand on en parle, c'est vrai qu'on pense en parler souvent de Tsukamoto ou même de Johnston, dans deux genres totalement différents. Mais c'est vrai ce que moi je trouvais intéressant dans Zeram et dans Akaider, avant de rentrer plus en détail dans les thématiques du film et de la manière dont il réorchestre pas mal de choses qu'on a déjà vues ailleurs, c'est vraiment ce côté, comme on disait, production value, calculé au plan près, mais en fait tu comprends que c'est son côté touche à tout qui lui permet justement de maîtriser chaque aspect de la production, et ce qui fait que c'est quelque part, je pense qu'on peut le dire, hein, sans exagérer dans le terme, mais que c'est un vrai auteur, c'est-à-dire que tu vas reconnaître son style immédiatement, dès les premières images, parce que c'est quand même assez énergique, même Zeram fonctionne beaucoup dessus. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est-à-dire que c'est souvent comment dire, des éléments de série B typiques, c'est-à-dire très condensés dans 3-4 décors, mais dans lequel il parvient à insuffler une vraie atmosphère, parfois onirique, à des éléments qui les préparent pas. Typiquement, je vais citer un exemple, le monstre de Zeram, qui a un design absolument incroyable et très malsain, et qui tranche en fait avec l'aspect enfantin que tu peux t'imaginer vis-à-vis de l'histoire ou du genre dans lequel ça évolue. Et là c'est pareil sur Akaider en fait, c'est-à-dire que sur Akaider il va beaucoup miser sur des éléments entre guillemets poétiques, qui permettent de donner un vrai plus-value à l'ensemble. Et c'est quelqu'un qui, je trouve, dans la narration, aussi classique qu'elle soit, permet, en fait, va plus jouer sur un élément de la scénographie pour lui insuffler un sens nouveau. Typiquement, sans spoiler, il y a un élément que j'aime bien citer, et on en avait déjà parlé une première fois, c'était le décor principal du méchant, donc du dictateur. Sur le papier, quand tu le vois en plus à l'écran, moi je me souviens, j'étais sceptique, parce qu'il me rappelait en fait l'imagerie
typique que tu peux avoir dans plein de films un peu sous George Orwell, c'est-à-dire ou sous Aldous Huxley, c'est-à-dire les films de SF dystopiques, avec cette imagerie, ce décor très épuré, très blanc, sans méchanceté aucune. Moi je me disais, oh putain, ça me rappelle Equilibrium de Kurt Wimmer, qui est un film que je trouve absolument atroce d'un point de vue visuel, mais et en fait il va te détourner ça dans le climax avec justement les coups que se portent les deux antagonistes du film, qui révèlent en fait un aspect, quand ils explosent le décor, tu as un aspect très organique, de tuyaux organiques. Oui, mais c'est ça, ouais, c'est de la salle et ça change totalement le sens. Ouais, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu dis, je trouve qu'il y a une idée qui est géniale, parce que c'est vrai que cette scène, en fait, apparaît très violente visuellement, et bien plus qu'elle ne l'est, même si la fin est violente. C'est parce que, voilà, t'as cet amas de tuyaux avec une texture très organique, qui sont rouges, en fait, et c'est vrai que dès qu'il y a des piliers qui sont éclatés, que ça révèle ça, enfin, déjà, ça frappe. Et ce qui frappe encore plus, c'est que la fin de la séquence, en fait, t'as Akaider qui mutile un de ses ennemis, et en fait, les mêmes textures, les mêmes tuyaux, les mêmes couleurs sont à l'intérieur, en fait, du personnage, du robot qui se fait mutiler, ce qui rend le truc assez choquant, quoi. Là, c'est toujours vraiment plein de bonnes idées en termes, voilà, comme tu dis, de production design, tout simplement. Quoi, vraiment des pures idées de designers qui l'utilisent narrativement, quoi, ouais. Mais il me fait un peu penser dans sa méthodologie de travail à ce que pouvait faire Mario Bava dans le cinéma d'horreur italien, en fait. C'est-à-dire cette manière qu'avait Bava d'arriver à insuffler une atmosphère avec 3 fois rien, et surtout avec un art de la scénographie qui fonctionne vraiment sur le plan utilisé au bon moment, etc. La coupe au montage effectuée au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Et la manière de maximiser l'ensemble, en fait. C'est un truc, moi, que ça paraît bizarre dit comme ça, mais ça m'y fait penser, en fait. Même justement, on va dire, dans les petits défauts que tu peux trouver chez Bava et chez Meaminia, justement, dans la... Les acteurs qui jouent mal, par exemple. Faut quand même être honnête, hein. J'adore Mario Bava, mais tout à fait. Niveau actoral, à part quand il avait Barbara Steele ou Christopher Lee, parce que bon, c'était déjà des acteurs très, on va dire, visuels en soi, mais c'est vrai qu'effectivement, dans les petits défauts, il y a effectivement la direction actorale. Mais c'est vrai que sinon, sur tout le reste, même en termes de direction artistique, de manière qu'il a de jouer avec la lumière et le design et tout, et dans le montage, je trouve qu'on pourrait dire que c'est un peu quelque part le Mario Bava du tokusatsu, et justement parce qu'il maîtrisait, comme chez Bava, tous les aspects du métrage. En fait. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, je pense qu'aussi on pourrait aussi le comparer à Tsuya, qui est la Film Workshop, enfin principalement à ce qui se faisait à la Film Workshop dans les années fin 80, début 90. Ça fait principalement sur des trucs comme Histoire de fantômes chinois ou Robo Force, qui étaient pareil, tout comme les Amemiya, c'était des films qui étaient tournés avec 3 bouts de ficelle, mais il y avait un sens du découpage très malin, en fait, qui arrivait à transcender ce budget de misère, et aussi le sens du design, parce que Tsoliark il a ce point commun avec Amemiya d'être un cinéaste designer, en fait, qui travaille voilà, ses décors, ses personnages, ça de façon très fouillée, et avec vraiment une approche graphique de BDaste, on dira. D'ailleurs, Tsoliark, en 1986, il a collaboré avec Amemiya sur une série télé nommée Spirit Chaser Aisha. Et c'est une série que je traque en vain depuis une bonne, je dirais, pas loin d'une quinzaine d'années. Donc je me permets de lancer un appel. Si un de nos 4 auditeurs sait où on peut trouver cette série, il aura notre reconnaissance éternelle. En fait, ce qui est intéressant aussi dans Akaider, c'est qu'on parlait de la direction artistique. Ce que je trouve très intéressant, c'est la manière en fait dont tu as des scènes qui fonctionnent d'un point de vue purement atmosphérique. C'est-à-dire comme des instants de pause dans le métrage qui fonctionnent sous un jour très poétique et très atmosphérique. Et en ça, je trouve que c'est notamment l'utilisation qu'il fait des plumes lors de certaines scènes d'action qui en fait donne un aspect qui le rapproche plus ou moins de ce qu'on pouvait avoir dans un certain cinéma japonais beaucoup plus traditionnel.
tu sais, comme dans les films de Shambara, ou les Jidaigeki, ou même les films de fantômes, les Yureiga, qui utilisent beaucoup, tu sais, les atmosphères comme la brume, la pluie, etc., qui est souvent mise en avant de manière assez maniériste pour justement provoquer une atmosphère qui détonne en fait. Et tu as ça notamment dans Akaider, en plus de ça, sur des effets qu'on a déjà vus pourtant ailleurs dans n'importe quel tokusatsu, notamment avec l'utilisation, notamment lors des scènes de transformation du héros, et notamment, je trouve, moi, l'idée que je trouve géniale, c'est la manière dont il utilise le sound design, qui est très important, justement, qui joue avec un effet d'écho entre le personnage, qui est un personnage robotique, et on va essayer de pas spoiler, mais le personnage central qui va lui amener un peu son envie de lutter contre la dictature, en fait, il va être repéré, il va garder un pied avec ça à travers un élément sonore, en fait. Donc très subtil en plus et qui est très bien utilisé en tant que fusil de Chekhov lors du climax. Mais de toute façon c'est ça, c'est que c'est un film qui je trouve est vraiment bien pensé. Enfin je veux dire c'est un modèle de série B dans le sens où il y a vraiment cette logique de on n'a pas d'argent mais on a des idées et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de génial dans la façon que Amemiya a de découper et de storyboarder son film. C'est toujours comme je dis très bien pensé, c'est inventif mais et c'est tout en étant réfléchi en termes d'économie de moyens. Je trouve que Amemiya parvient vraiment à transcender ses limites budgétaires avec des idées de narration purement visuelle et qui ont souvent un très fort impact. Et sur ce point, je trouve justement qu'il propose une sorte d'équivalence cinématographique du langage BD de Shotaro Ishinomori, parce que c'est vrai que Ishinomori, une de ses plus grandes forces, c'était vraiment que ses mangas avaient un côté fait à l'économie où le manque de temps était clairement compensé par un découpage des planches ultra dynamiques et une recherche constante de l'idée graphique efficace qui va donner un gros impact à ce qui est représenté. Ça va vraiment penser en termes d'efficacité et d'économie, on dira, et à un point où ça en devient virtuose. Et je trouve que voilà, Amemiya et Ishinomori partagent vraiment ce point commun. Donc par rapport à ce que je dis sur la façon dont le découpage est très bien pensé en termes d'efficacité et d'économie de moyens, je vais un peu vous détailler la séquence de la première apparition d'Akaider sous sa forme de robot. Alors en fait la séquence elle se déroule donc dans la prison où est enfermé Akaider. On suit un groupe de bandits qui cherchent un trésor. Et alors ils vont avoir une très mauvaise surprise étant donné qu'au lieu de trouver un trésor, ils réveillent Akaider qui est bien vénère et décidé à en découdre. Et non, cette séquence elle est vraiment super. Enfin à mon avis c'est une démonstration de ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur l'écriture visuelle, le système D ultra efficace, inventive, péchu, tout ça de Amemiya. Donc on a ce décor qui est très dépouillé. Alors, en gros, on a un mur avec une porte ouverte qui donne sur la cellule où se trouve Akaider et les chercheurs de trésors qui l'ont réveillé. La pièce, elle est plongée dans l'obscurité. La caméra est à l'extérieur et elle fait un travelling avant vers l'embrasure de la porte. Et pendant ce temps, on voit des flashs lumineux. Et ce sont les coups de feu des bandits qui tirent sur Akaider. Et ça nous permet de voir pendant quelques fractions de secondes en fait ce qui se passe. Puis une fois que la caméra est entrée dans la salle, là on enchaîne sur une série de gros plans qui sont quasi stroboscopiques et toujours rythmés par les lumières des coups de feu. Et en gros on voit les bandits canarder à tout va. Puis ça se transforme en une série de plans plutôt gore et brutaux et toujours stroboscopiques où on voit donc les mecs se faire littéralement éclater. Et puis soudainement, le rythme du montage se calme. Les plans deviennent plus composés aussi, et là on a un gros plan de profil qui nous montre le casque du robot Akaider et son cerveau qui émet une lumière rouge. Alors en fait c'est une des principales caractéristiques du personnage. Et puis on finit sur un plan large de Akaider qui est en contre-jour, dans une posture super iconique, devant l'embrasure de la porte, et là à ses pieds t'as les cadavres des brigands, voilà, qui remplissent la pièce. Et puis Akaider se redresse, il dit un truc du genre qui suis-je, comme ça. Puis la caméra avance jusqu'à son torse pour finir sur un gros plan d'une marque rouge lumineuse qui fait penser, on va dire, à une grosse cicatrice. Et franchement, comme introduction de personnage, je trouve que
ouais, que ça claque, enfin, et pas qu'un peu. Je trouve que c'est vraiment très 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 bien pensé comme scène d'intro en termes de pure écriture visuelle. Enfin, voilà. Oui, parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que limite, il est présenté comme un bad guy, c'est une menace. Et en fait, rien que l'intro, donc en plus, tu as toutes ces scènes justement, cet agencement de plan qui justement créent une menace directe et te font dire, oula, tu peux pas rigoler, enfin, les personnages vont pas rigoler avec lui, et tout de suite, c'est mis à mal par justement le questionnement qui se lance, c'est-à-dire qu'il se dit qui je suis. C'est-à-dire, est-ce que, et en fait, tu arrives en même pas une scène, même pas une ligne de dialogue, ça joue carrément avec tout le questionnement, alors très Isaac Asimov, hein. On est vraiment dans de la SF à la Asimov, mais de l'identité du robot, qu'est-ce qu'il est, est-ce qu'il va est-ce qu'il va gagner une humanité ou non, en fait. Et en fait, tout le film fonctionne sur ça, en fait, à partir justement des rencontres qu'il va faire, et aussi sur la narration qui, en fait, t'amène vers un poids auquel tu t'attends, il te le donne, mais à chaque fois, il te retourne le truc sur un détail de dialogue, un échange de plans, une idée de décor. Tout le film, il fonctionne sur ça, en fait. Après, c'est vrai que bon, faut admettre que le scénario est très simple. Enfin, ça peut même paraître très naïf. C'est-à-dire que il y a un côté qui est vraiment ultra minimaliste et dépouillé à l'extrême. Ça peut même sembler, comme on dit, basique et bourrin. Mais là pour le coup je parle, si on se limite vraiment à la pure écriture scénaristique, même lorsqu'il s'agit de raconter la prise de conscience d'un robot dont la seule fonction est de détruire et qu'il finit par se battre pour que les humains puissent eux changer leurs conditions et regagner leur libre arbitre. La façon dont ça raconte ça, je veux dire, faut pas s'attendre à une écriture à la Terminator 2 ou Robocop. Je veux dire non, vraiment à mes yeux. Et c'est peut-être, une des plus grandes qualités du film, c'est que ce qui incarne et enrichit le récit, et ce qui rend finalement son propos évocateur, c'est tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire avant tout le travail, voilà, d'écriture visuelle, les choix chromatiques, les choix de design, de direction artistique, voilà, qu'il s'agisse des décors, des accessoires. Des costumes et parmi tant d'autres exemples, on en a déjà cité depuis tout à l'heure, mais je pense aussi dans les choix de design aux ailes d'ange que porte le dictateur Gurdjieff. C'est-à-dire on le voit avec des ailes d'ange, mais en fait, quand on y regarde de plus près, on voit que ce sont les ailes d'une sorte de vautour crevé, en fait, qui est posé sur son épaule. Et dans ce genre d'idée, je trouve qu'il y a une sorte d'immédiateté, quoi, quelque chose à la fois très grotesque et impactant. Enfin, j'aime pas trop ce terme, mais j'en trouvais pas d'autres. Et c'est quelque chose, je trouve, typique de Hayao Miyazaki et Ishinomori. Je veux dire, c'est une façon de caractériser les personnages qui est on ne peut plus pulp. Enfin, c'est tellement rafraîchissant. Puis il y a aussi ce que je trouve génial, tu parlais du dictateur, mais il y a aussi la manière dont il va détourner les codes colorimétriques symboliques que tu peux. Ah oui, avec toute l'imagerie angélique qui correspond au mal et tout ça, ouais, carrément. Parce que au fait, on peut le dire, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que le héros avec Hyder est un robot plutôt sombre, avec en plus un visage qui est un peu insectoïde, on peut le dire comme ça, et en plus il est souvent montré avec comme on dit la cicatrice ouverte, hein, littéralement c'est ça, hein. Donc je veux dire qu'il porte ses balafres à l'air libre, il les expose, alors que le robot, l'antagoniste, le sbire donc du dictateur, lui a un trait beaucoup plus humain et avec un côté beaucoup plus lumineux dans sa palette de couleurs, etc. Ce qui ferait que de manière plutôt inconsciente, tu pourrais l'associer à quelque chose de plutôt optimiste, on va dire le bien, et au final ce que fait Amemiya de manière très simple mais très efficace, c'est qu'il joue sur ça en fait, sur ces codes symboliques visuels que tu peux avoir par rapport à l'image préconçue que tu peux avoir du bien et du mal, lui il les retourne en fait. Oui, c'est vrai que Amemiya a vraiment une très très grande inventivité en ce qui concerne tout ce qui est la direction artistique, le design, à un tel point, c'est que il a eu une influence sur un autre réalisateur en fait qui est aussi connu pour son sens du design, de la création de monstres, d'univers tout simplement. Et ce réalisateur en question, c'est Guillermo del Toro, parce que je me souviens en avoir
parlé une fois vite fait sur Facebook avec Julien Dupuis et Stéphane Mossakis de Capture Mag, et ils m'avaient dit qu'ils avaient parlé de Amemiya avec Del Toro, et que ce dernier leur avait confirmé que, effectivement, il apprécie fortement le taf de Amemiya et en particulier Akaider. Et c'est d'ailleurs une de ses nombreuses influences sur Blade 2. D'ailleurs aussi Del Toro, il avait dit à Julien Dupuis qu'il avait essayé de débaucher Amemiya sur un de ses projets, mais que ce dernier avait refusé, hélas. Ça prive d'une belle rencontre. Et c'est vrai, et c'est vrai que on peut vraiment faire pas mal de parallèles entre Blade 2 et Akaider, enfin ouais, principalement Blade 2. Même en le pitchant d'une certaine façon, c'est quasiment le même film en fait. Par exemple, si on dit le film commence par un anti-héros qui s'évade d'un lieu où il est tenu en captivité, et ensuite ce personnage rencontre un groupe d'antagonistes avec lequel il fera équipe afin de combattre une menace supérieure, et puis t'as une romance, comment on peut dire, non consommée et tragique entre ce anti-héros et une fille appartenant au groupe avec lequel il fait équipe. Oui, c'est peut-être tiré par les cheveux ce que je dis, mais c'est le même schéma. Enfin, on pourrait résumer les deux films comme ça. Et pareil aussi là, le combat final dont on parlait tout à l'heure dans la salle vide, soutenu par de nombreux piliers, et que les piliers sont détruits par la force de frappe des deux adversaires, ça fait aussi pas mal penser au duel Blade contre Nomak dans Blade 2. En ce qui concerne les influences de Amemiya chez Del Toro, j'avais noté d'autres trucs aussi, comme par exemple dans Kamen Rider Zo qu'il avait fait 1 ou 2 ans avant Akaider. À un moment t'as une créature qui a les yeux dans les paumes de ses mains, avec un plan où le monstre regarde en mettant ses mains de dos devant son visage. Donc c'est difficile de ne pas penser au Pellman du labyrinthe de Pan, même si ensuite le reste du design de la créature n'a absolument rien à voir. Par contre, ils ont quand même chacun un style bien spécifique et bien à eux. Et d'ailleurs, dans ce même Kamen Rider, t'as aussi un monstre dont la gueule s'ouvre à la verticale avec le menton fendu. Ça fait penser aux Reapers de Blade 2 d'ailleurs. Et en parlant de créatures, le film Akaider, donc là voilà, on s'éloigne un peu à nouveau de Del Toro. Et donc en parlant de créatures, Akaider, c'est un film qui a beau être fauché, mais je trouve qu'il y a un véritable soin qui est apporté aux effets spéciaux, et surtout une très belle variété de techniques employées. C'est-à-dire que voilà, t'as du matte painting, de l'animatronique, parce qu'il me semble que l'espèce d'ange de la mort biomécanique qu'on voit lors d'une séquence de rêve au début est un animatronique. Après t'as du maquillage prothèse, tout ça, de la stop motion avec à la fin un robot géant qui est mortel. Je veux dire, cette séquence est géniale. Ouais. Et t'as même aussi une utilisation que je trouve assez parcimonieuse, pas du tout envahissante, d'images de synthèse. C'est, enfin voilà, Amemiya, il utilise vraiment toutes les techniques qui sont à sa disposition. Et sur ça, c'est un plaisir. Voilà, à regarder. En fait, ce qui est intéressant, c'est-à-dire que même quand ça part des fois, tu sais, notamment, je pense au rêve qu'a la jeune résistante, qui rêve en fait, qui a un rêve en plus un peu à connotation un peu christique, parce qu'il y a même, pour vous dire, il y a même à un moment, lorsque Akaider se révèle à lui-même dans le rêve de la jeune fille, t'as littéralement une croix chrétienne qui brûle en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il arrive à retrouver un aspect entre guillemets, alors rien de péjoratif, au contraire, c'est plutôt un compliment dans le cas présent, un aspect un peu collage naïf d'éléments qui donne un aspect très particulier. Et c'est vrai que, par exemple, tu vas voir à un moment le héros qui passe devant une grande étendue désertique avec en arrière-plan une statue immense dévastée. Limite, le plan, il pourrait sortir d'une planche de Hokuto no Ken, quoi. Oui, carrément. Et c'est vrai qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a une harmonisation dans les effets qui crée en fait un ensemble qui est quand même assez organique, je trouve, et qui va de pair justement avec la manière qu'a Amemiya à détourner les conventions du genre par petites touches, mais toujours placées au bon endroit au bon moment en fait. Ce qui fait que le film, il a beau traîner il a beau aborder des thématiques au final qu'on a déjà vues ailleurs, la manière encore une fois dont c'est réorchestré, ça détonne en fait. C'est certes ce que tu as déjà vu, mais avec une touche supplémentaire
qui fait que automatiquement tu n'as pas l'impression de voir un plagiat de choses à droite à gauche en fait. Et je voulais revenir dessus, c'est-à-dire sur la caractérisation des personnages qui est certes, on l'a dit, classique mais détournée de manière intelligente. Ce que je trouve bien, c'est-à-dire c'est quand on parlait de Terminator 2, c'est-à-dire c'est la relation que le robot entretient avec la jeune résistante, et en fait elle va trouver un écho plus tard avec le jeune garçon, le jeune prisonnier qu'il rencontre dans la tour du dictateur. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est la manière dont ça fait écho avec le personnage de la jeune fille, parce que il s'en prend ouvertement en fait à l'ensemble de ces des humains en leur disant vous ne valez rien et tout, mais en fait, ce qui lui redonne espoir, c'est justement une certaine forme d'innocence par rapport à l'enfance, par rapport à ce genre-là. Et tu vois, c'est amené de manière très subtile. Juste avec un simple travelling sur le visage du petit prisonnier, sans qu'il y ait de mots en particulier ou quoi que ce soit, et ça se limite souvent à une phrase, mais la phrase est tellement placée au bon moment, avec le bon cadre, le bon effet sur l'acteur, que tout de suite ça donne une importance incroyable. Et même, je dirais même dans l'humour, parce que mine de rien, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est généreux, y compris dans la manière qu'il a d'utiliser harmonieusement l'humour. Ça fonctionne beaucoup sur l'humour du jeu actoral volontaire, hein. C'est-à-dire de manière presque théâtrale qu'ils ont de jouer, notamment les réactions, ce genre de choses, et ça va de pair en fait avec l'aspect atypique du long métrage en fait. Ah oui, peut-être. C'est vrai que là, pour le coup, je dois avouer que je partage pas trop ton point de vue, parce que c'est vrai que j'adore ce film pour toutes les raisons qu'on a citées depuis tout à l'heure, mais par contre, ouais, au niveau des défauts, c'est vrai que j'ai tendance à trouver, mais c'est le cas sur la plupart de ces films, que Amy Mia elle n'a pas grand chose à foutre des acteurs pour rester poli, et par exemple Akaider, je trouve que le personnage, quand il a une armure intégrale, je trouve qu'il est qu'il est super impressionnant. Enfin, et en plus, il est vraiment incarné pour le coup par la mise en scène de Amy Mia. Mais par contre, dès qu'il enlève son casque, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Mais après, disons que je dirais ce genre d'acteur insipide, c'est finalement assez courant dans le tokusatsu, et ça nous empêche pas de kiffer le film et pas mal de trucs de ce genre. Après, sur Zera, il y avait quand même un petit avantage en termes d'interprète, c'était l'héroïne en fait, qui était assez charismatique. Oui, elle avait du charisme. Oui, enfin, c'est clair. Mais en plus, je pense qu'à mon avis, il devait en avoir conscience sur Akaider, par contre, des défauts, parce que alors pareil, c'est un retournement de contrainte, mais je trouvais ça intelligent, c'est-à-dire que quand il a un faciès humain, il ne parle absolument pas, et il ne s'exprime que lorsqu'il est sous son armure, en fait. Et je me demande si c'est pas une manière de détourner une contrainte ou quoi que ce soit, d'autant que j'ai vérifié dans le générique de fin, ce qui est marrant, c'est que la voix de Akaider, ce n'est pas la même que celle de l'acteur, c'est-à-dire que tu pourrais... Ah oui, mais c'est clair, de toute façon, cette voix ne va pas avec la tête de l'acteur. D'accord, alors quand je disais humour volontaire, c'est-à-dire que je pensais à, quand il ne parle pas, mais qu'il regarde... Oui. Le robot, qu'ils ont des réactions comme ça me faisait penser à de la pantomime, en fait. Et c'est plus par rapport à cet aspect-là, je me disais... au niveau de l'humour, est-ce que c'est de l'humour pantomime qui réfléchit, parce qu'en plus c'est quelque chose qu'en fait qui va de pair avec ce qu'on a pas mal dans tokusatsu, notamment au niveau du jeu les jeux visuels qu'ont les acteurs et cascadeurs, ou est-ce que c'est probablement parce que comme tu dis, ils en avaient rien à foutre. Oui, après c'est vrai que ce que tu dis, voilà, ce côté très pantomime, ça correspond aussi au style très pulp en fait, qui évoque justement les mangas de Ishinomori, etc. Mais après c'est vrai que le jeu d'acteur, c'est pas ce qui me convainc le plus, mais ta remarque est intéressante, enfin clairement. On est d'accord. Et non, parce qu'après par contre ce qui est vraiment convaincant dans le film pour le coup, c'est l'action, où en plus c'est vraiment ultra généreux. Et je veux dire, ça arrive à être très varié, très impressionnant, alors que, comme on dit, c'est un film qui est totalement fauché. Par exemple, je pense à une séquence de poursuite en moto
D'ailleurs, avec entre parenthèses une bande originale qui lorgne un peu du côté de Akira, notamment en ce qui concerne l'utilisation de percussions tribales. Et cette séquence de poursuite en moto, elle est assez longue et spectaculaire, avec des plans. Je pense par exemple à ces plans où t'as Akaider sur sa moto qui passe à travers des explosions ou des murs de flammes, avec la caméra embarquée juste derrière lui. Il y a toujours la petite idée qui va participer à ce que le spectateur soit plus impliqué dans l'action, quoi. Enfin, c'est Et surtout sur cette scène qui est hallucinante, c'est que c'est chorégraphié. C'est-à-dire qu'on l'a pas dit, mais en fait il est poursuivi par une dizaine de sbires et en fait c'est littéralement filmé comme un ballet. Au niveau des motos, etc., la manière dont en fait c'est amené dans le cadre, c'est limite un ballet de danse en fait, vers la fin en fait notamment. C'est-à-dire qu'ils sont parfaitement symétriques, ils sont coordonnés de manière à ce que leur position dans le cadre fait une espèce de musicalité dans le montage. Enfin, c'est vraiment très impressionnant. Et puis surtout, il y a une figure de style qu'il va exploiter à fond dans les scènes d'action que je trouve vraiment super. C'est le raccord dans l'axe par 3. C'est-à-dire à chaque fois, il te fait un raccord dans l'axe de plus en plus près pour de plus en plus en gros plan pour dupliquer l'impact de l'action. Notamment justement sur cette scène-là avec le canon, etc. qui balance, qui fait que ça donne tout de suite, ça crée comme un effet justement lié au manga, donc à la lecture que tu peux avoir d'une case de BD, ce qui fait que ça va dupliquer l'effet en fait. Et puis un truc tout bête, ça paraît bête dit comme ça, mais la scène est lisible. C'est un modèle de lisibilité, alors qu'encore une fois, c'est un petit budget en fait. Oui, mais après c'est vrai que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le cinéma de Amemiya a vraiment un côté hyper storyboardé, avec un découpage qui est vraiment très pensé en amont du tournage, et ce qui permet en fait, oui, cette ultra lisibilité qui est super plaisante. Je suis d'accord. Et peut-être tu parlais des scènes d'action, peut-être préciser qu'elles sont l'œuvre de la Japan Action Club. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'était la principale école de cascade qui est encore en activité aujourd'hui, qui a été fondée par l'acteur Sonny Chiba dans les années 70 et qui avait pour but justement de former à la fois à l'acting et à tout ce qui est les cascades, etc. Et ce qui fait que alors c'est limite une tradition chez eux, c'est-à-dire que beaucoup d'acteurs de la Japan Action Club démarrent leur carrière sur les tokusatsu. Et tu en as justement qui ont perduré. L'un des plus connus étant connu à l'international, c'est évidemment Hiroyuki Sanada. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est eux qui ont fait les scènes d'action et elles sont enfin voilà quoi. Je veux dire encore une fois, c'est l'école Japan Action Club Tokusatsu à son apogée, on peut le dire. Ah ouais, non, c'est vrai qu'en plus il y a de chouettes cascades qui sont typiquement Japan Action Club. Je pense par exemple le moment où Akaider se prend un gros coup de roquette et qu'il est éjecté d'un étage d'immeuble. Enfin, ça c'est typiquement le genre de truc qu'on peut voir dans des spectacles chorégraphiés par la JAC. Mais c'est vrai qu'en termes d'action, oui, comme on le disait, c'est très impressionnant. Et en plus, on parlait de l'influence de James Cameron sur Amemiya, et Amemiya, il a repris quelque chose en fait de typique de James Cameron, c'est l'idée du triple climax. C'est-à-dire que le climax commence par un gunfight contre les sbires. Ensuite, on enchaîne sur un combat contre un des principaux antagonistes, donc Michael. Et ensuite, donc le combat contre Michael, c'est celui qui se déroule dans une pièce avec plein de piliers, qui est super, qui est vraiment une sacrée séquence. Et ensuite, on a un affrontement contre un robot géant en image par image, donc en stop motion, dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, après ce triple climax, on a une petite conclusion avec le court affrontement contre Gurdjieff. Et à ce moment, Amemiya, je trouve il reprend très bien une des figures de style développées durant le métrage,
qui est tu en parlais tout à l'heure, les plumes qui jaillissent et qui voltigent lors de certains impacts de balles, de coups, tout ça. Et à ce moment-là, il propose une sorte de payoff impressionnant et tout à fait satisfaisant de cette idée visuelle. Et en plus, qui fonctionne comme chez Cameron sur une idée très intime au final. Oui, ça passe, c'est narratif, mais vas-y, développe. Ah, est-ce que je la... Bon, allez, je la spoil aussi. En gros, en fait, c'était... parce qu'en fait, la résistante qui lui a donné envie malgré tout, de se battre pour lutter contre la dictature, meurt à un moment dans le récit, et en fait, il récupère un bijou. Vers la fin, en fait, c'est le bruit du bijou qui permet de prévenir Akaider de l'arme que va utiliser le bad guy. Et en fait, c'est ce qui va lui permettre justement d'esquiver le tir et de le tuer, d'empêcher, de faire en sorte qu'il ne meure pas, en fait, voilà, pour vaincre le bad guy, en fait. C'est ce petit élément qui est en fait très émotionnel, puisque c'était lié à l'âme de la jeune fille, qui justement va l'aider à combattre le bad guy, en fait. Et en fait, on est sur simplement un bruit, c'est-à-dire un élément sonore, c'est tout, rien de plus. Encore une fois, c'est la petite idée placée au bon moment qui fait tout l'impact, en fait. Ouais, carrément. Et c'est effectivement, quand je disais que c'était du Cameron, c'est-à-dire que c'est l'idée que chez Cameron, on part d'un récit général pour arriver à un enjeu qui est de plus en plus intime, en fait. Et ça, c'est typique justement de Cameron, et je trouve que c'est ce qu'a très bien compris Amemiya, et qu'il réutilise, je trouve, très brillamment dans ce film-là. Sinon, aurais-tu d'autres choses à ajouter sur ce film? Parce que c'est vrai que ça fait déjà quelques minutes qu'on en parle. Par exemple, je pensais à juste préciser un petit fun fact, comme on dit, qui est le fait que le personnage de Akaider, en tout cas tel qu'il était représenté dans la série Kikaider de Ishinomori, ce personnage Akaider, c'est une des inspirations de George Lucas concernant la caractérisation, le design de Dark Vador. Apparemment, il en aurait parlé à maintes reprises. Mais bon, c'est pas étonnant quand on sait on sait bien que George Lucas, c'était un gros nerd et particulièrement porté sur ce qui venait d'Extrême-Orient, donc rien d'étonnant à tout ça. Ce que je voulais dire pour conclure sur ce film-là, c'est tout simplement que je pense qu'avec Zeram, qui est l'autre film clé, enfin on va dire l'autre film célèbre de Keita Amemiya, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée sur l'univers du tokusatsu pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, parce que ça reste le summum du genre, enfin du moins des années 90, et je trouve que pour ceux qui ont un peu d'appréhension et tout, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Après, je terminerai dessus, je pense que ça peut-être donner envie à des gens qui connaissent pas forcément ce genre, même ce type de production. Il y a un truc qui m'avait marqué aussi bien dans Zeram que dans celui-là, je dirais presque, et c'est d'ailleurs un sujet, on en avait pas mal parlé avec Fabien Moreau, donc je le salue s'il nous écoute, puisqu'il est aussi fan de Amemiya, mais on avait pas mal parlé en off. C'était les points communs qu'il pouvait y avoir entre le Japon et l'Angleterre, et notamment dans leur approche de la science-fiction. Et c'est vrai que avec Fabien, on s'est beaucoup amusé à comparer l'univers du tokusatsu avec l'univers des séries télé de science-fiction britanniques, notamment les productions de Jerry Anderson, donc tout ce qui est les Sentinelles de l'air, les Thunderbirds, etc. Carrément. Et aussi à Doctor Who. Et c'est vrai qu'il y a un truc qui m'avait marqué dans Zeram et dans Akaider, c'est qu'à des moments, et si ça peut donner envie aux gens de le voir, c'est que ça me fait penser à des épisodes de Doctor Who, dans la manière décalée d'illustrer la science-fiction, mais tout en gardant un appuyage au premier degré, et surtout en jouant à fond sur l'intelligence du production value et de l'écriture, en fait. Et je trouve qu'il y a un côté un peu comme ça chez Amemiya, en fait. Il y a un côté, je dirais, presque un peu ce qu'on peut retrouver de meilleur de ce type de production. Voilà. Et oui, ça, il y a un côté, c'est pour dire ça, du pulp intelligent. Exactement. Fait avec intelligence. Quoi. Fait avec intelligence. Ouais. Si ça peut vous donner envie de voir le film, voilà. Et je voudrais terminer aussi sur un autre truc, c'est que si vous êtes apprenti cinéaste, je pense que c'est une bonne école. Si vous êtes passionné de cinéma et de cinéma de genre, si vous voulez savoir comment on peut faire des œuvres
pulp, mais avec beaucoup de générosité dans les effets. Qu'est-ce qu'un bon montage, comment utiliser les contraintes intelligemment. Je pense que Keita Memiya, c'est aussi une bonne école pour ça. Ah, mais Pour carrément, apprendre à faire du montage, du cadre, des designs, et utiliser le peu de ressources qu'on a tout en se faisant plaisir. Je pense sincèrement que c'est une bonne école pour ah, les apprentis mais cinéastes. ouais, je suis totalement d'accord avec toi. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que Akaider c'est un modèle de série B parce que c'est vraiment voilà comment optimiser par de bonnes idées un budget qui est rachitique. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour ou presque de Mechanical Violator Akaider qui voilà, vous aurez compris, fortement recommandable. Voilà, avant de se quitter, on va faire comme sur le précédent épisode, élargir voilà sur un film donc qui peut être une œuvre de Keita Amemiya ou un autre tokusatsu ou quelque chose qui s'en rapproche. Voilà, juste laisser deux mots sur un film qu'on aimerait faire partager. Donc Johan, tu vas penser à quoi? Bah écoute, ça m'embête parce que puisqu'on en a pas mal parlé justement dans Akaider, mais donc je recommanderai Zeram, qui est justement donc son autre titre le plus célèbre, et ce qui fonctionne, on va dire, sur le même procédé, si ce n'est que vous allez voir pareil, moi ce que je trouvais génial, c'est la manière qu'il a en fait d'infuser aussi un peu des éléments un peu malsains, notamment dans les designs ultra baroques et tout, qui sont parfois même, je trouve, plus proches d'un yokai. Le méchant de Zera me fait pas mal penser à un yokai, je trouve. Ah, carrément. Et avec ce que je trouve génial, c'est l'héroïne qui est pareil, superbe travail de design et tout, et qui est ultra charismatique avec les deux, on va dire les deux amis un peu maladroits et tout, qui rendent le tout attachant. Donc pareil, si vous voulez voir de la vraie bonne série B et tout, bien faite mais généreuse et attachante, vous pouvez foncer aussi sur Zeram. Voilà. Ouais, bah je confirme. Et ce que tu disais sur le design des monstres, c'est vrai que chez Amemiya, voilà son sens du design, c'est souvent vraiment à mi-chemin entre un aspect SF et quelque chose de d'horrifique, voire grotesque. Et il a un style assez unique sur ça. Et ça me permet en fait de rebondir sur ma recommandation, qui est Tekoki Mikazuki. C'est une mini-série de 6 épisodes d'à peu près 1 heure chacun que Keita Amemiya a réalisé en 2000. Alors en gros, c'est du mecha versus kaiju, donc des gros robots contre des gros monstres, quoi, et c'est dingue. Enfin, je veux dire, pour peu qu'on accepte les images de synthèse très cheap, c'est un régal tant ça se pose aucune limite dans le spectaculaire. Il y a vraiment une sorte de démesure exponentielle qui culmine lors des 2 derniers épisodes. Et ces derniers, à mon humble avis, ils n'ont pas de véritable équivalent dans le domaine de la fiction en prise de vue réelle, entre guillemets. Enfin, je veux dire, en termes d'idées et de gigantisme complètement barré, je vois des équivalents que dans l'animation. Genre dans certaines productions du studio Trigger réalisées par Imaishi, enfin des trucs en Gurren Lagann ou Première. Bon, après peut-être que j'en rajoute un peu, mais pas tant que ça. Et aussi en ce qui concerne le design des monstres, c'est tout autant la folie. Je veux dire, il y a vraiment des kaiju au design complètement barré et inédit dans cette série. Enfin, d'ailleurs, je vais pas les décrire. Je laisse la surprise à ceux qui auront la curiosité d'y jeter un œil parce que vraiment les monstres ils sont mortels. Voilà, même pour du Amemiya, c'est surprenant et carrément décomplexé. Et d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de demander, Akaider, c'est disponible comment, enfin comment Alors peut-on le c'est un voir? peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué puisque bon, le film a été édité en VHS dans les années 90, notamment aux États-Unis, parce que ce qu'il faut le préciser, il y a beaucoup de fans du tokusatsu aux États-Unis. D'ailleurs, il est souvent invité, j'ai vu dans des conventions là-bas. Et en fait, vous pouvez trouver donc un DVD de la version Director's Cut, donc un DVD américain édité par Tokyo Shock et qui date de l'an 2000.
Voilà. Donc, si un éditeur nous écoute par hasard, c'est peut-être le moment de se réintéresser à la filmo du bonhomme et de le rééditer en Blu-ray. Voilà. Ah ouais, non, ce serait super, c'est clair. Merci pour ces précisions, Johan. Et sur ce, nous allons nous quitter comme la semaine dernière sur un extrait de bande originale. Ça n'aura pas grand-chose à voir avec le tokusatsu, puisqu'on va écouter une version live du thème de Combat sans code d'honneur composé par Toshiaki Tsushima pour la formidable saga de films de Yakuza réalisée par Kinji Fukasaku. Donc c'est vrai qu'on est très loin du tokusatsu, mais ceci dit, on peut faire des ponts en liant Fukasaku et Ishinomori, étant donné que le mangaka a participé à l'écriture de Message from Space, donc les évadés de l'espace, le space opéra réalisé par Fukasaku, qui est film qui donnera ensuite lieu à la série Sankukai, toujours de Shotaro Ishinomori. Donc vous voyez, tout est lié. Bon. Et je terminerai, c'est qu'il y a aussi un lien entre Fukasaku et Amemiya, puisqu'il a fait les designs du jeu vidéo Clock Tower 3, dont Kinji Fukasaku a réalisé les séquences animatiques, les cinématiques. Tout est lié. Ouais, bien vu. Bon, sur ce, on va arrêter de faire nos otaku otake et on va vous laisser profiter de cette très chouette bande originale. Donc, je vous dis à très bientôt pour un 3e épisode de la 36e chambre du Cinéphage. Et à très bientôt, Johan. À très bientôt, Aurélien.